Alors, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire ça. D'accord, c'est fait, on y va. Le président namibien, très intéressant, président très fort, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est le monsieur qui disait à l'ambassadeur allemand qui venait chez lui, il y avait un ambassadeur allemand qui est parti chez lui disant il y a beaucoup trop de Chinois ici, tout ça, pourquoi il y a trop de Chinois? Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see... Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that. Which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders. In Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Il lui a dit très fermement, ne venez pas ici pour nous dire comment on doit se conduire. D'ailleurs, nos peuples, nous, nos dirigeants, les membres de notre démocratie, notre gouvernement, quand ils viennent chez vous, dans vos aéroports, comment vous les traitez? Avec leur visa. Vous les maltraitez, n'est-ce pas? Très fort comme président. Il s'appelle Hage Geingob. Très fort, il disait, en commentaire, il a porté un coup à peine voilé au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui continue à faire l'objet de vives critiques pour ce que certains ont qualifié de règles de veto antidémocratiques. Évidemment, pour ceux qui savent, le Conseil de sécurité des Nations Unies, constitué de 5 pays. Okay, les 5 pays décident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit? Cela signifie que l'un des États membres permanents peut empêcher une majorité du Conseil de sécurité de prendre des mesures. En effet, nous avons les Nations Unies. Okay? Nations Unies. Dans les Nations Unies, on a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est comporté de 5 pays seulement. Okay? 5 pays. Vous connaissez les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Ce sont les 5 pays les plus puissants. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait démocratique et les gens commencent à résister à cette histoire. Ouais. C'est-à-dire, ces 5 pays, si l'un de ces 5 pays décide d'aller en guerre, si vous êtes à 24, vous dites non, la guerre va continuer. Donc si l'un des 5 pays là, l'un des 5 pays du Security Council dit on a envie d'aller faire la guerre à la Serbie contre 24 pays qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité refuse. Le seul pays du Conseil de sécurité qui a dit oui remporte. C'est ça la démocratie? Non, c'est ça la démocratie. Ok. Donc les pays ne sont pas égaux, les humains ne sont pas égaux, c'est clair, n'est-ce pas? C'est le même problème que combattait le président Robert Mugabe, l'ex-président du Zimbabwe. Il a fait un discours. We are supposed to be free and independent, Mr. Ban Ki-moon. Supposed to be free, the 54 countries. We come to the United Nations, it's ceremonial. Every year, September, we are there. We pay lots of money to go there. And to the General Assembly, we make speeches, we go back home, year in, year out. But the bosses in the Security Council say, you shall never have the powers that we have as permanent members. And we have asked and asked and asked. And asked and asked. Reform the Security Council. I want to tell you, Mr. Ban Ki-moon, you are a good man. You are a good man. But of course, we can't make you a fighter. That's not what your mission was. We will fight a fight for our own identity, for our own integrity and personality as Africans. We are Africans. Le président Robert Mugabe a clairement dit, nous ne sommes pas vos enfants ici, on vient vous accompagner, on est là assis à vous regarder pendant que vous prenez vos décisions. Quand on est contre vos décisions, vous ne nous considérez même pas, vous ne nous respectez pas, nous sommes complètement écartés. Pourquoi 5 pays sont permanents dans le Conseil de sécurité pendant que les autres sont là? Nous sommes quoi? Nous sommes vos téléspectateurs, nous sommes nos spectateurs ou quoi? Le président Robert Mugabe, c'est vrai, il était à la fin de sa carrière, mais il disait des vérités froides. C'est ça la réalité. Le président Kadhafi aussi a fait de même. Il s'est exprimé ouvertement en disant que c'était inacceptable, en déchirant le papier des Nations Unies. Il a dit que c'était un théâtre. Le Conseil de sécurité a autorisé les frappes sur Kadhafi. Beaucoup de pays étaient contre cela. Même le président Poutine à l'époque disait, pourquoi on a fini Kadhafi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui leur a donné le droit de le faire? Vous voyez un peu ce qu'on appelle justice. Est-ce que la justice est réelle dans ces pays? Ou c'est une blague, carrément? Maintenant, le président namibien Geingob a ajouté aux critiques croissantes, appelant le groupe élargi de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à éviter de marginaliser les États membres supplémentaires après que 6 autres nouveaux États ont été admis. En réalité, le BRICS vient d'admettre 6
autres États membres, parce qu'on sait qu'il y a plus de 40 États qui ont fait leur demande et 20 l'ont fait officiellement. Nous avons maintenant 6 États qui sont membres du BRICS. Les membres du BRICS ont accepté d'admettre 6 membres supplémentaires dans le bloc, ajoutant des poids lourds aux poches profondes, des exportateurs clés de pétrole et des pays avec une population en plein essor. Les emplacements stratégiques ont indiqué les observateurs lors du sommet de BRICS jeudi à Johannesburg. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis deviendraient membres à part entière du BRICS à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Donc, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes. Donc, le pétrole va chez BRICS. Oh, wow, fini. Histoire de pétrole. Donc le GDP, le PIB, énorme, immense. 40 pays ont montré leur intérêt de vouloir faire partie du BRICS et 20 ont fait leur demande officielle. C'est-à-dire que BRICS est en train de grandir. Mais la question reste légitime. Comment est-ce qu'on va traiter ces pays? Comment seront-ils traités? Est-ce qu'ils auront une voix, comme le dit le président namibien? Parce qu'évidemment, la même histoire s'est passée avec le Conseil de sécurité. Ce sont les pays qui ont commencé. C'est eux qui s'y sont placés comme chefs. Est-ce que la même histoire se répétera chez BRICS, où les autres pays n'auront pas de mots à dire? Ils ne représenteront pas grand-chose parce qu'ils sont de petits pays. L'homme d'État namibien s'exprimait jeudi lors du programme de sensibilisation BRICS en Afrique du Sud à Sandton. Il dit « Je n'aimerais pas que les BRICS, les membres originaux, soient comme des conseils de sécurité des Nations Unies et que le reste soit constitué d'autres membres sans droit de veto. Dans ce cas, nous n'ajoutons rien. Je veux l'égalité. J'aimerais connaître les conditions dans lesquelles nous, les petits pays, serons membres du BRICS. » Évidemment, la question est claire. Le président Cyril Ramaphosa a répondu en plaisantant « Le BRICS croit en l'égalité. Je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun effet du Conseil de sécurité de l'ONU dans le BRICS. Certains pays ayant le droit de veto et d'autres non. Notre croyance dans l'égalité et le respect est ce qui définit réellement ce que réellement le BRICS. Alors n'ayez pas crainte, mon cher président. Les amis, vous savez, il y a des gens qui pensent que la Chine est en train de jouer un jeu intelligent, c'est-à-dire réunir les autres pays de manière malicieuse pour finalement, après avoir accueilli assez de pouvoir, jouer au même jeu, c'est-à-dire la domination de tout le monde, comme les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une possibilité. Avoir accès ouvert à tout le monde. En tout cas, essayer de se pencher d'un côté où on ne voit pas réellement ses intentions pour finalement faire quelque chose de complètement différent. On a l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes. Nous avons l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, tout le pétrole du monde, une très grande partie en tout cas. Je vous rappelle ici que les États-Unis a gagné une grande partie de son pouvoir, c'est parti du pétrole-dollar. Le pétrole-dollar, c'est quoi? Le pétrole-dollar, c'est quand il y a longtemps, le président Nixon a envoyé ces gens en Arabie Saoudite pour négocier. Il leur disait, à l'époque, l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'entendaient pas. Ils étaient en conflit. Et comme l'Iran était un État très puissant, l'Arabie Saoudite était en crainte d'être bombardée par l'Iran. Les hommes de Nixon, c'est-à-dire les Américains, sont partis négocier, disant, vous savez quoi? Nous avons un bon deal pour vous. Nous pouvons venir vous protéger ici. En tout cas, envoyer des militaires, créer des bases militaires ici contre l'Iran. Au cas où l'Iran essaierait de vous attaquer, on réagirait. Et aussi, notre simple présence ici créerait une façon un découragement permanent face aux Iraniens. Parce que les Iraniens, les Saoudiens les aiment pas. Nous allons aussi vous offrir des armes. Mais pour bénéficier de tout cela, nous vous demandons une chose. À chaque fois qu'une nation voudrait acheter leur pétrole chez vous, ils doivent l'acheter en dollars américains. En d'autres termes, quelqu'une nation a besoin d'acheter du pétrole de l'Arabie Saoudite devrait d'abord changer cet argent en dollars, leur monnaie locale en dollars, pour ensuite acheter le pétrole. Et c'est là à donner le dollar le pouvoir qu'il a aujourd'hui, le pétrodollar. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Plusieurs années plus tard, en tout cas c'était au début de cette année, pendant très longtemps, ce deal a fonctionné parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite ne s'entendent pas. Donc il fallait justement créer la peur pour justifier la présence des militaires américains en Arabie Saoudite et les ventes d'armes. Très récemment, la Chine a joué à un jeu comme un grand frère. Pouh, il a appelé l'Iran et l'Arabie Saoudite à huis clos. Ils se sont mis ensemble, ils se sont assis autour d'une table, ils ont négocié, ils se sont entendus. En faisant cela, l'Arabie Saoudite n'a plus besoin de la protection des Américains parce que l'Arabie Saoudite n'a plus de problème avec l'Iran. Et cela a créé des vraies tensions, des vrais problèmes avec le nouveau roi saoudien, Bin Salman, qui n'a pas de crainte, qui est beaucoup plus fort en tout cas que son père. BRICS, nouveau membre, aujourd'hui une expansion totale. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce un jeu de la Chine de pouvoir contrôler le monde plus tard? Est-ce que vous pensez que BRICS sera honorable comme ils prétendent l'être de le départ? Ou BRICS finalement deviendra comme les Nations Unies? Le président namibien l'a dit très clairement. On veut savoir.